Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie 2 de l'exercice 2 sur la communication nerveuse. Dans cette partie, on nous demande qu'à partir de l'étude des documents et de nos connaissances, qu'on explique comment l'utilisation de l'extrait de venin de veuve noire peut constituer un espoir de traitement contre le botulisme. Donc on nous donne un document de référence qui traite sur les mécanismes de libération de neurotransmetteurs au niveau d'une synapse. Donc on voit en fait, si vous voulez, la terminaison axonique de la cellule présynaptique et un muscle. Donc on va zoomer sur les échanges qui vont se faire entre la terminaison axonique de la cellule présynaptique et la membrane plasmique du muscle, et on obtient en fait les 4 petits schémas juste en dessous. Donc les 4 petits schémas, donc on a en 1 une vésicule membranaire qui contient des neurotransmetteurs. Ensuite, si on regarde un petit peu plus bas en détaillant, on peut voir en fait collé donc à la vésicule qu'on appelle des synaptobrévines. Et ensuite, au niveau de la membrane plasmique du muscle, on a donc SNAP25 et juste en dessous, si vous regardez bien, la syntaxine. Donc, entre le schéma 1 et le schéma 4, on va regarder en fait différentes étapes jusqu'à la libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. D'accord ? Les petits points qu'on peut voir, c'est le cytoplasme, si vous voulez, de la cellule présynaptique. Donc en 1, on nous dit que c'est la terminaison axonique qui est au repos. D'accord ? Parce que là, à ce moment-là, elle n'a toujours pas communiqué avec la membrane du muscle. En 2, on voit donc l'arrivée d'un potentiel d'action qui entraîne l'interaction entre le SNAP25 et la synaptobrévine. Donc c'est-à-dire qu'il y a un début d'interaction entre la vésicule membranaire qui contient des neurotransmetteurs et la membrane plasmique du muscle. Par la suite, dans la bulle 3, donc dans l'étape 3, cette interaction avec la SNAP25 entraîne le début de l'exocytose. L'exocytose, c'est le fait que le contenu de la vésicule va se déverser dans le plasmique du muscle. Donc là, on est encore au début de l'interaction qui va entraîner donc cette exocytose. On va commencer à voir la vésicule qui va commencer à s'ouvrir petit à petit. Et en 4, pour enfin libérer les neurotransmetteurs dans la fente synaptique du muscle. Donc, tout ce qu'il y a dans le cytoplasme de la cellule présynaptique va se déverser petit à petit dans la membrane plasmique à travers la fente synaptique. Dans le document 1, on va nous parler de l'action de la toxine botulique A sur la jonction neuromusculaire à travers 2 sous-documents. Donc le document 1A, c'est l'effet moléculaire de la toxine botulique A, et le 1B, c'est l'effet de la toxine botulique A sur l'activité électrique de la cellule postsynaptique. Pour commencer, on va prendre le 1A, ce qui parle des effets moléculaires de la toxine botulique A, et on nous dit que la toxine botulique de type A est produite par une bactérie du sol appelée Clostridium botulinum. Elle agit au niveau des jonctions neuromusculaires dans la terminaison du neurone présynaptique. Pour observer son action moléculaire, on réalise une électrophorèse de la syntaxine et de SNAP25 présents dans la terminaison axonique des cellules présynaptiques avec ou sans contact avec la toxine botulique A. On essaie d'interpréter en fait les électrophorèses, donc on a juste au-dessus. On a une remarque qui nous dit que l'électrophorèse est une technique qui permet de séparer les molécules selon leur poids en les faisant migrer sur une membrane dans un champ électrique. Plus la molécule migre, plus elle est légère. Le chiffre indique le poids moléculaire exprimé en kilodalton. Donc pour la première électrophorèse en haut à gauche, on voit que la syntaxine avant ou sans toxine botulique, elle est à 37 kilodalton et que SNAP25 avec ou sans toxine botulique est à 25 kilodalton. Donc on voit bien donc le sens de migration qui va du haut vers le bas. Donc là, ça veut dire que SNAP25 a un poids moléculaire plus léger que la syntaxine, que ce soit avec ou sans la toxine botulique. Passons donc au document 1B sur l'effet de la toxine botulique A sur l'activité électrique de la cellule postsynaptique. Là, pareil, on a une petite remarque. On nous dit que les enregistrements ci-dessus montrent l'activité électrique d'une cellule postsynaptique. Chaque pic vers le bas représente une réponse postsynaptique. Donc là, on a 2 enregistrements et on a 2 échelles. Donc une qui nous dit que ça fait 40 picoampères et une autre qui nous dit que ça fait 2,5 secondes. Donc on a le courant électrique sur le temps avec la toxine botulique et sans la toxine botulique.
Là, on a un document 2 qui nous parle de l'action de la toxine contenue dans le venin de l'araignée appelée veuve noire. Dans le document 2A, on va nous parler donc du venin de la veuve noire et dans le document 2B de l'effet de la latrotoxine sur la terminaison axonique du neurone présynaptique. En 2A, on nous dit que le venin de la veuve noire contient une molécule appelée latrotoxine agissant au niveau de la terminaison de l'axone de la jonction neuromusculaire. Et dans le 2B, on nous montre un graphique de la variation de la concentration intracellulaire en calcium en fonction du temps. Le temps ici, il est mesuré en minutes. Et on peut voir qu'à peu près à 10 minutes, on impose donc une injection de la latrotoxine à 0,5 millimolaire et on remarque après une petite stagnation à partir de 30 minutes, on a une forte augmentation qui va finir par se stabiliser à 60 minutes. Donc on a une très forte augmentation de la variation de la concentration intracellulaire en calcium suite à l'injection de la latrotoxine. Là, on a injecté 0,5 millimolaire. Dans le document 3, on étudie l'effet d'un essai de traitement expérimental du botulisme par des injections de toxines de veuve noire. Dans le 3A, on nous présente l'autocatalyse de la toxine botulique A dans la terminaison du neurone présynaptique. Et on nous dit qu'il a été mis en évidence qu'une des extrémités de la toxine botulique A entraîne spontanément sa propre dégradation, donc une autocatalyse, et son inactivation. L'importance de cette dégradation spontanée a été testée en présence de calcium ou en absence de calcium qui va nous servir de témoin. On peut remarquer d'après le graphique que l'autocatalyse de la toxine botulique A est plus importante en présence de calcium qu'en absence de calcium. Dans le document 3B, on étudie l'effet de la latrotoxine sur les protéines qui sont impliquées dans l'exocytose. Et on nous dit que des cellules intoxiquées par la toxine botulique A sont soumises ou pas à la présence de latrotoxine pendant 13 minutes. Ensuite, on réalise 48 heures plus tard une électrophorèse de la syntaxine et de SNAP25 de la cellule. On remarque ici, donc dans l'électrophorèse ci-dessous, que la syntaxine avec les cellules plus la toxine botulique A ont un poids moléculaire de 37 kilodalton et que la syntaxine avec les cellules plus la toxine botulique A plus la latrotoxine ne change pas forcément son poids moléculaire et qui reste toujours à 37 kilodalton. Pourtant, quand on met la SNAP25 avec les cellules plus la toxine botulique A, on a donc 2 traits à 25 kilodalton. Et si on prend du SNAP25 et qu'on le met avec les cellules plus la toxine botulique A plus la latrotoxine, on remarque également qu'il est à 25 kilodalton, en précisant bien que le sens de migration va du haut vers le bas. Là, je vous ai mis la correction des documents 1, 2 et 3. Donc, je vous laisse mettre pause à la vidéo, essayer de lire en fait ce que j'ai noté sur mes diapositives et je vais essayer de vous les expliquer d'une façon plus différente afin que vous ayez, on va dire, 2 versions différentes de l'explication pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, je vous laisse mettre pause, vous lisez la correction et puis je vais essayer de vous l'expliquer plus clairement. Dans le document 1A, on a découvert en fait qu'en présence de toxine botulique, dans l'électrophorèse, la molécule de syntaxine, elle migre avec un poids moléculaire de 37 kilodalton. Il n'y a pas de différence par rapport à l'expérience sans toxine botulique, donc on peut dire que la toxine n'agit pas sur cette molécule. Maintenant, avec la molécule de SNAP25, elle migre plus loin que le repère de 25 kilodalton. Elle a un poids donc moléculaire plus faible et que sans toxine botulique, cette molécule migre avec un poids de 25 kilodalton. La toxine botulique a donc une action moléculaire sur la SNAP25 et elle doit être capable de la scinder. Dans le document 1B, on remarque que sans toxine botulique, on observe de nombreux pics, on en a environ 10 en 2,5 secondes au niveau de la cellule postsynaptique. Et qu'avec la toxine botulique, on observe à peu près 2 pics au niveau du courant électrique au niveau de la cellule postsynaptique. Le document 1A, il nous indique que la toxine en fait botulique agit sur la terminaison présynaptique
Et le document B nous montre qu'en présence de toxines, il y a une réponse postsynaptique très réduite. Donc, on peut en conclure que la toxine botulique empêche la libération de neurotransmetteurs et donc l'absence presque totale de fixation entre le neurotransmetteur et les récepteurs au niveau postsynaptique. Dans le document 2A, on peut dire que le venin de veuve noire est nommé l'atrotoxine et agit au niveau de l'axone de la jonction neuromusculaire, donc au niveau présynaptique. Pour le document 2B, l'injection de la latrotoxine entraîne une augmentation de 60 fois de la concentration intracellulaire en calcium en 60 minutes. Maintenant, pour le document 3A, une extrémité de la toxine botulique entraîne l'autocatalyse et donc sa propre inactivation. L'autocatalyse, elle est 2,5 fois plus importante en présence de calcium. Pour le document 3B, on peut dire que l'électrophorèse de l'expérience montre qu'une cellule intoxiquée par la toxine botulique, elle est soumise à la latrotoxine, à une molécule de SNAP avec un poids de 25 kDa, la valeur comparable à celle de l'expérience témoin, donc du document 1A. L'électrophorèse d'une cellule intoxiquée par la toxine botulique, elle met ici en évidence une molécule de SNAP 25 comparable à celle du document 1A. Donc, en conclusion, on peut dire que le venin de veuve noire peut entraîner une augmentation de la concentration de calcium au niveau présynaptique et que l'augmentation de calcium entraînera une augmentation de l'autocatalyse de la toxine botulique et donc de son inactivation et que cette toxine ne scindra donc la molécule de SNAP25 et celle-ci pourra jouer son rôle dans l'exocytose des neurotransmetteurs et donc d'une réponse post-synaptique. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la dernière partie concernant la spécialité SVT.